Des secouristes ukrainiens dégagent un corps des ruines de cet immeuble. La scène s'est répétée ces derniers jours. L'Ukraine pleure plus de 50 morts depuis le début du mois. Drones, missiles. En une semaine, l'Ukraine a essuyé plus de 2000 attaques russes. À la surprise générale et alors que le président ukrainien est fragilisé sur le terrain, Donald Trump fait cette déclaration au sommet de l'OTAN à Ankara hier. Autre victoire pour Volodymyr Zelensky. Les 32 pays de l'Alliance transatlantique réaffirment leur engagement financier à ses côtés. Ils confirment la promesse faite de débloquer 70 milliards d'euros pour l'Ukraine cette année. Et autant, au moins, l'an prochain. L'Ukraine au centre d'une nouvelle réunion le 13 juillet prochain à Paris. Celle de la coalition dite des volontaires. Elle réunit 35 pays, dont la France. Ce sera l'occasion sur la lutte contre la flotte fantôme, la mobilisation de notre industrie au soutien de l'Ukraine, de faire des annonces supplémentaires et de programmer aussi des exercices ensemble. Alors que vaut ce soutien affiché à l'Ukraine? Les déclarations se multiplient certes, mais la promesse trumpienne de permettre à l'Ukraine de fabriquer des missiles antiaériens patriotes n'est accompagnée d'aucun calendrier. Quant aux 140 milliards d'euros annoncés, ils ne font que reprendre une ancienne promesse des soutiens de l'Ukraine. Zelensky sort-il réellement renforcé de ces rencontres? Sont-elles une étape vers une éventuelle fin du conflit? Voilà, et pour en parler ce soir, nous recevons Véronica Dorman. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes grand reporter à Libération, ex-correspondante à Moscou. Et selon vous, la véritable nouveauté tient à ce que l'Ukraine a repris la main sur le récit et paraît désormais en mesure de l'emporter. Donald Trump, dites-vous, voit dorénavant en Volodymyr Zelensky un interlocuteur à part entière. À vos côtés, Camille Grand, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien secrétaire général adjoint de l'OTAN. Vous dirigez désormais l'Association des industries aérospatiales de sécurité et de défense pour l'Europe, le lobby européen des industrie de défense. Et selon vous, les États-Unis attendent des Européens qu'ils assument davantage leur propre sécurité. La coopération demeure la voie la plus prometteuse et l'industrie ukrainienne participe pleinement de la solution. Et puis, Elie Tenenbaum, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur du Centre des études de sécurité de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Et selon vous, le desserrement de la pression américaine sur l'Ukraine et le renforcement de l'aide européenne ne règlent en rien la question d'une guerre de haute intensité face à Poutine. Cette situation ne peut tenir à moyen terme. Et pour entamer ce débat, c'est avec vous, Valérie, et le mot du jour. Oui, ce mot, c'est patriote. Alors, patriote, ce n'est pas seulement un missile américain, comme on pourrait le croire, c'est un ensemble, un système complet de défense qui comprend radar, poste de commandement, lanceurs et intercepteurs capables de détecter et détruire des missiles balistiques, des drones et des avions. Vous l'avez compris, c'est en somme un bouclier du ciel. Un bouclier que Volodymyr Zelensky réclame depuis le début de l'invasion russe. La licence, les plans de fabrication appartiennent aux États-Unis, mais Trump vient de donner son accord pour que l'Ukraine puisse en produire. Camille Grand, quand Trump dit à Zelensky, on va vous donner une licence pour fabriquer des patriotes, est-ce que c'est un tournant stratégique dans cette guerre qui peut tout changer, où les délais de fabrication sont tellement longs que finalement cette promesse n'aboutira à rien? Alors c'est un tournant parce que c'est quelque chose que l'Ukraine demande depuis longtemps et donc on est vraiment dans un changement de paradigme de ce point de vue-là, d'autoriser la production sur place des intercepteurs, hein, c'est pas l'ensemble de cette batterie très complexe qui serait probablement difficile à produire sur place, mais des intercepteurs dans un moment où ces intercepteurs sont peu disponibles. Même s'ils sont fabriqués pas seulement aux États-Unis, mais aussi en Allemagne sous licence, et au Japon, on est dans quelque chose qui est un marché assez tendu, notamment après la guerre en Iran. Et donc, pour les Ukrainiens, avoir la possibilité de fabriquer par eux-mêmes le système qui peut défendre le ciel ukrainien, notamment contre les missiles balistiques russes, c'est essentiel. Donc, de ce point de vue-là, c'est symboliquement et un vrai tournant et un tournant important. Après, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Trump lui-même l'a dit, il faut que les détails soient négociés. Il dit, je n'ai même pas encore parlé à l'industriel. Donc, il y a toute une séquence purement industrielle, technique à apporter, logistique. Ensuite, il va falloir voir si c'est l'assemblage de missiles dont les pièces détachées sont fabriquées aux États-Unis, ou est-ce que ça va un peu plus loin? Et si les Ukrainiens les fabriquent, il faudra qu'ils puissent le faire par eux-mêmes. Voilà, on voit un temps, mais juste, est-ce qu'on a une idée du prix?
Alors, ça coûte, on sait à peu près. Une batterie de Patriot, ça vaut presque 1 milliard d'euros. Donc c'est un énorme truc. Mais un intercepteur, le type d'intercepteur, suivant les modèles, on est entre quelques millions et un peu moins de 10 millions d'euros. Oui, Elie Tenenbaum, est-ce que ce délai, il peut concrètement faire pencher la balance ? Le délai, en fait, il vous donne une idée de la manière dont l'Ukraine se projette dans un avenir moyen, voire de long terme, dans laquelle elle va continuer à avoir besoin d'une défense antiaérienne et antimissile contre la Russie. Elle le sait depuis le début de la guerre. Oui, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en 2026. L'Ukraine dit, oui, c'est intéressant pour moi, même en 2027, 2028, je sois capable de produire sous licence des Patriotes. Ça veut dire qu'on se projette, on continue de se projeter dans une guerre longue. Après, à court terme, puisque effectivement, les villes ukrainiennes sont bombardées par ces missiles russes et de manière extrêmement forte depuis le début de l'année 2026. La guerre en Iran n'a pas amélioré les choses puisqu'il y a une pénurie. Il y avait déjà une sorte de pénurie, mais la pénurie s'est aggravée. Pour vous donner une idée, les Américains ont été très dispendieux de ces patriotes pour protéger leurs propres bases dans le Golfe. Il y a plus de missiles patriotes qui ont été tirés pendant un mois de guerre contre l'Iran que pendant les 4 ans de l'Ukraine. L'Ukraine avait déjà des patriotes, mais ils les avaient au compte-gouttes. Et donc, évidemment, ça fait mal. Donc, aujourd'hui, il y a cette pénurie et il y a des manières de répondre à cette pénurie pour la prochaine année qui arrive. Là, ce dont on parle, le deal, ça sera pour les années suivantes. Véronique Aderman, tout de même si ça prend du temps, ce qu'a dit Donald Trump là à Volodymyr Zelensky, c'est patriote, on en entend parler depuis 2022. C'est tout de même une victoire aujourd'hui pour Volodymyr Zelensky. Alors, juste d'entendre ça de la bouche de Donald Trump. Ça l'est même dans l'immédiat parce qu'il part, il quitte l'Ukraine pour aller à ce sommet de l'OTAN en disant je vais demander à obtenir cette licence de Patriot. Il annonce que c'est vraiment son objectif principal pour cette rencontre-là. Et donc il peut rentrer à Kiev en disant j'ai reçu cette promesse. Alors après, on connaît très bien Donald Trump, on l'a vu fonctionner, rien n'est encore signé, il n'a pas encore eu Poutine au téléphone, qui peut le dissuader ou lui dire quelque chose qui peut le faire changer d'avis, mais toujours est-il que d'un point de vue de la manière dont se présente Zelensky comme le leader d'un pays, le chef d'un pays en guerre qui peut dire à son peuple, voilà, je pars, je vais chercher des armes, et il revient et dit, j'ai obtenu ces armes, là, pour lui, on peut dire que c'est une petite victoire. Le pari est réussi. Oui. Alors, on l'a compris, donc il a récupéré cet aval pour construire, donc enfin, en tout cas pour recevoir des patriotes, mais il a aussi reçu une sorte d'accord sur 140 milliards d'euros sur 2 ans. Est-ce que, Camille Grand, vous pouvez nous expliquer exactement comment ils vont être versés et à quoi ils vont servir ? Alors, ces 140 milliards, c'est un peu un mélange entre des promesses déjà faites, des promesses à venir. Donc, le sommet de l'OTAN s'est approprié les donations de l'Union européenne, les prêts de l'Union européenne, qui sont essentiels au bon fonctionnement de l'État ukrainien et de la défense ukrainienne, auxquels viennent s'ajouter les dons d'autres pays non membres de l'UE ou des pays de l'UE en direct. Donc on a un peu mis tout dans le même paquet pour avoir un beau chiffre. Cela dit, c'est là aussi important, me semble-t-il, vis-à-vis des Ukrainiens et vis-à-vis des Russes, de dire, regardez, le soutien, il est là cette année, à un niveau presque de la moyenne des dernières années, et il est là l'année prochaine. Ce qui veut dire que ce qui était la grande inquiétude post-Trump, qui est avec la disparition du soutien américain, les Ukrainiens vont se trouver très très fragilisés. Là, on voit que les autres amis de l'Ukraine, ou les vrais amis de l'Ukraine, comme on voudrait le dire, prennent leur part. Non seulement l'Union européenne, mais aussi Canadiens, Britanniques, Norvégiens, etc. Et Lithuaniens, on sait aussi que Volodymyr Zelensky revient avec des contrats. Parce que aujourd'hui, il faut dire ce qui est, l'Ukraine, eh bien, c'est un pays producteur d'armes. Aujourd'hui, et notamment de drones, on sait qu'ils sont assez avancés. Donc aujourd'hui, ça vaut quoi concrètement justement ces contrats ? Est-ce que c'est un moment aussi important là, pour Zelensky de dire je ramène en plus de l'argent ? Alors, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, il y a une interdiction légale pour l'Ukraine d'exporter des armes, puisque l'Ukraine est en guerre, et Volodymyr Zelensky considère que toutes les armes produites, et que les Ukrainiens ne comprendraient pas que l'Ukraine qui a besoin d'armes en exporte. Il y a eu des questions pour dire il y a certains surplus sur lesquels on peut faire des exceptions. Donc l'Ukraine commence à exporter du savoir-faire. On l'a vu d'ailleurs, encore une fois, sur la guerre en Iran, puisque l'Ukraine a
aujourd'hui développé des capacités pour intercepter les missiles Shahed, enfin les drones Shahed, qu'on appelle drones Shahed. Donc c'est les drones iraniens, en fait, qui sont utilisés. De facture iranienne, aujourd'hui produit très largement en Russie, tiré régulièrement toutes les nuits contre l'Ukraine. Ils ont appris à le faire. Et ça, ils disent, bah voilà, on peut vous apprendre à développer, à fabriquer des intercepteurs. Il y a eu aussi le développement depuis quelques années de ces joint ventures, on dit en anglais, donc de ces co-entreprises européennes, ukrainiennes, pour dire avec des capitaux européens. On va produire en Ukraine des armes pour l'Ukraine, mais ensuite ces co-entreprises, elles peuvent avoir une dimension européenne qui, elles, peuvent exporter. Donc ça, au-delà de l'argent des contrats, c'est la question du lien qui se développe et qui se resserre chaque année davantage entre l'industrie de défense européenne et l'industrie de défense ukrainienne. Et donc le fait qu'on apprend des Ukrainiens, les Ukrainiens bénéficient du capital européen et derrière, ça fait une architecture de défense qui est plus solide. Et pour bien comprendre, ou plutôt essayer de comprendre, ce revirement de Donald Trump concernant Kiev, repartons en 2025. Le 28 février, le président américain reçoit alors Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche. On parle alors de malaise entre les deux hommes, mais devant les caméras télévision, la discussion va devenir une sorte de bagarre de rue verbale. With us, you start having cards. Right now, you don't. You're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. That's back to you. Far more than a lot of people said they should have. Have you said thank you once? This entire meeting? No, in this entire meeting, have you said thank you? Offer some words of appreciation for the United States of America and the president who's trying to save your country. Véronica Dorman, on vient de voir une séquence très difficile, une humiliation en direct. Et un peu plus d'un an après, on a à l'OTAN des sourires et même Trump qui dit que Zelensky fait un travail incroyable, qu'il est très efficace. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment expliquer ces deux séquences différentes? Alors, au-delà du côté très volatile de Donald Trump qui change d'avis assez souvent, il y a un an et demi, l'Ukraine était dans un état beaucoup plus délicat et difficile, dans une situation difficile sur le champ de bataille. Et le discours ambiant, si on se souvient bien, était plutôt que oui, on va l'aider à tenir, mais vraiment juste à tenir. Et il va peut-être falloir commencer à convaincre Volodymyr Zelensky d'accepter une paix qui ne serait pas nécessairement une bonne paix. Donc c'était quand même ça le bruit de fond. Et Trump surtout arrive à la Maison-Blanche en pensant qu'il va résoudre cette guerre en 24 heures, en 48 heures, que Poutine va vraiment va lui parler, va tout accepter. Et là, ça fait 18 mois que rien ne se passe comme Trump l'avait prévu et qu'il est obligé de se rendre compte que non seulement Zelensky est toujours en place, qu'en plus il a repris du poil de la bête, que sur le terrain, les Russes au mieux stagnent et en fait reculent même parce qu'ils n'arrivent plus à avancer et l'Ukraine grignote à son tour le front et que les Occidentaux n'ont pas abandonné la bataille non plus, qu'ils ont trouvé l'argent ou en tout cas ils se mobilisent. Donc en fait rien ne se passe comme il l'avait prévu et il ne peut plus faire le bully contre Zelensky parce que Zelensky, très clairement, en plus, est soutenu par des gens avec lesquels on peut discuter parce qu'ils ont, ils ont des arguments. Alors, il est vrai que c'est assez étonnant, Camille Grand, parce que le matin même de ce sommet de l'OTAN, Donald Trump arrive furieux en disant « je suis très colère contre l'OTAN », il insulte l'Espagne dans tous les sens, et à la fin, en effet, Valérie le disait, eh bien, il y a beaucoup d'amour dans la pièce, c'est fantastique. Alors, c'est une question qu'on s'est tous posée, mais je me permets de vous la poser aussi. Comment travaille-t-on avec Donald Trump ? Alors moi, il se trouve que j'étais à l'OTAN à l'époque de son premier mandat, donc j'ai vu un petit peu. Alors, je pense qu'il y a un élément qui est de cette tactique de négociation, qui est si on est odieux le premier jour, tout le monde nous trouvera formidable le deuxième jour. Donc ça fait partie, c'est peut-être même écrit quelque part dans l'art du deal qu'il faut faire ça. Le fameux livre de Donald Trump qu'il a écrit. Et après, c'est un peu objectivement compliqué. Alors, je pense qu'il faut faire la part des choses entre... Je fais un peu monter les enchères pour dire quand vous n'avez pas été assez solidaire sur l'Iran et il faut que vous dépensiez plus. On est dans le champ naturel de la négociation. Et puis les attaques sur le Groenland, ça a été très choquant sur place à Ankara. On voyait les gens qui s'inquiétaient beaucoup du retour du sujet du Groenland.
D'autre part, les attaques très personnelles contre les Sanchez et l'Espagne en disant on va arrêter tout commerce avec l'Espagne. Et d'ailleurs, c'était intéressant que la Commission européenne a fait une mise au point pour dire qu'il y avait une forme de solidarité sur ce sujet. Donc, je pense qu'il y a cet élément de tactique. Après, il y a aussi un Trump qui, au fond, on le voit à plusieurs reprises, quand il est devant des interlocuteurs qui lui racontent une histoire qui lui plaît plutôt, il se laisse convaincre. Alors, c'est le problème quand il est avec Poutine, mais c'est l'avantage quand il voit Rutte et le secrétaire général de l'OTAN et puis les dirigeants de l'OTAN qui lui disent plutôt on a besoin, on avance, on dépense de l'argent, tout va bien. C'est pour cette raison, parce qu'il s'est laissé convaincre, que le Donald Trump qu'on entendait dire je vais quitter l'OTAN il y a quelques temps encore a changé d'avis, réaffirmé. Ce sont les Européens qui Oui et l'ont non. convaincu. Alors vous avez eu une tentative de séduction de plus ou moins bon goût de la part de tout un tas d'Européens qui ont essayé tout un tas de techniques, donc certaines ont pu marcher plus que d'autres, mais il y a aussi eu un changement de fond de la politique européenne, avec d'abord un réarmement européen qui a pris quand même une ampleur et avec des engagements qu'on a vus l'année dernière à La Haye pour 3,5% en 2035, mais c'est pas, on verra en 2035, on le voit sur des pays comme l'Allemagne, sur lesquels on a un décollement quand même très spectaculaire de la dépense de défense, et puis sur l'Ukraine, sur un certain nombre de sujets, d'une certaine manière, les Européens aujourd'hui ne demandent plus rien, ou en tout cas beaucoup moins aux États-Unis qui leur demandaient. On parle des patriotes, mais autoriser une licence de fabrication de patriotes pour Donald Trump, ça ne lui coûte rien. Aujourd'hui, il y a des armes américaines qui arrivent en Ukraine. Ce sont des armes américaines payées par les Européens. Donc, au contraire, l'Ukraine est une bonne affaire aujourd'hui pour Donald Trump. Ça lui rapporte de l'argent. Et d'une certaine manière, voilà, la posture qui a été au moment de l'entretien à la Maison-Blanche, de venir supplier d'une certaine manière en disant nous avons besoin de l'aide américaine, du backstop américain, c'est-à-dire de ce filet de sécurité, de ces garanties, tout ça c'est devenu beaucoup moins le sujet. Donald Trump voit que finalement les Européens se sont organisés, ont remplacé en partie et en bonne partie ce que le contribuable américain versait, et finalement ça lui va très bien, et donc il a aussi motif de satisfaction, même s'il est en colère sur l'Iran et sur le manque de soutien. On continue avec Donald Trump qui, on le sait, préfère les scénarios simples, deux dirigeants, une table, une poignée de main et la paix en arrière-plan. Alors hier, à Ankara, il a lancé à Volodymyr Zelensky l'idée d'un rendez-vous avec Vladimir Poutine à Moscou, ce qui a donné au président ukrainien l'occasion d'une réponse assez caustique. President Putin said, I would love to meet in Moscow. And I said, I don't think, I have to put myself in his position. I don't know that he'd go to Moscow. Maybe he would. Would you go to Moscow? It's difficult. There are a lot of Ukrainian drones there. That's right. It's dangerous. He doesn't want to be hit by his own. Alors Véronica Dorman, on le sait, Donald Trump a eu Vladimir Poutine pendant 90 minutes au téléphone quelques jours avant, c'était le 4 juillet, un appel jugé constructif par les Russes. Est-ce que Trump aurait obtenu quelque chose, un accord qu'il serait en train de soumettre subtilement à Volodymyr Zelensky ? Vraiment, je ne m'engagerai pas, je ne peux pas vous le dire, mais si vous vous souvenez, à chaque fois que Donald Trump a parlé à Vladimir Poutine au téléphone, il a très souvent été très optimiste lui aussi. Les Russes, de toute façon, comme ils n'ont pas bougé de leur position depuis le départ et que ce qu'ils demandent, c'est une reddition de l'Ukraine, c'est le Donbass intégralement, c'est pas de militarisation. Leur position n'a pas bougé. Donc, pour eux, dire que c'était constructif, ça veut juste vouloir dire qu'ils ont tenu Trump au téléphone pendant 90 minutes, qu'il leur a dit bravo, super, on est content. Ils ont pu... Et en fait, il se peut que ces conversations soient de l'ordre de viens, Donald, bien sûr, viens construire un hôtel à Moscou quand tu veux, c'est possible. Trump dit c'est super, je vais faire un golf avec, et ça peut être de cette teneur-là. Mais donc cette rencontre, vous n'y croyez pas? Non, la rencontre, alors Zelensky n'ira pas à Moscou, bien sûr. Et Poutine ne veut pas voir Zelensky. Ce n'est pas, et là-dessus, il a toujours été assez clair. Donc tout ça, c'est très facile à dire. C'est très facile à Poutine de dire, mais qu'il vienne. Et ça n'arrivera pas et ça ne coûte rien. On va voir avec vous, Fanny, justement, si Vladimir Poutine frappe fort actuellement en Ukraine, c'est aussi parce que, il est fragilisé chez lui, en Russie. Oui, les crises s'accumulent pour le maître du Kremlin. La guerre pèse sur l'économie russe. La croissance chute, les prix montent et une banque sur 5 est aujourd'hui au bord de la faillite, d'après le journal The Moscow Times. Les Russes commencent en plus à manquer de carburant car les drones ukrainiens frappent les raffineries. La plus grande du pays est aujourd'hui à l'arrêt. En parallèle, sur le front ukrainien, l'offensive
l'offensive russe du printemps-été n'a pas servi à grand-chose. L'armée de Moscou a enregistré l'une de ses plus faibles progressions depuis le début de la guerre. Les soldats eux-mêmes menacent Poutine de mutinerie, comme l'ancien commandant Alexandre Lounine qui dit « L'armée retournera ses armes contre le Kremlin ». C'est ce qu'il a dit dans une vidéo vue plus de 11 millions de fois depuis. Il a été emprisonné. Enfin, la population elle-même, fatiguée par les années de guerre, les enrôlements forcés dans l'armée, les restrictions d'accès à Internet, commence à douter de son chef. Face à une chute de popularité de Vladimir Poutine inédite, 66% d'approbation au mois de mai, c'est 10 points de moins qu'au début de l'année, eh bien, le Kremlin fait le tri dans les sondages et ne publie que les plus favorables. Les Russes commencent à envisager un avenir sans Poutine, dit même un ancien haut responsable russe dans les colonnes du magazine The Economist. Camille Grand, l'ensemble de cette situation en Russie était connu, était dans les esprits au sommet d'Ankara. Est-ce que ça a eu un impact sur les décisions et lequel ? Alors, on a effectivement du côté de Trump, comme il disait tout à l'heure, le côté j'aime bien les gagnants. Donc, oui. D'une certaine manière, ça a joué en faveur de Zelensky, indiscutablement. Ce qui est intéressant, c'est de voir les Européens et un certain nombre d'Américains, y compris proches de Trump, dire c'est le moment d'accélérer. Moi, j'ai noté une intervention d'un sénateur américain très MAGA, qui est Lindsey Graham, qui a dit d'Ankara, maintenant il est temps d'imposer les sanctions maximales sur la Russie pour terminer cette guerre, etc. Donc on sent que ça nourrit un discours là-dessus. Et point qui n'a pas été beaucoup relevé, mais que je trouve très intéressant, c'est dans les phrases de Trump et dans les discours de l'OTAN, l'idée que c'était pas mal de frapper à l'intérieur du territoire russe. Et comme donc le font actuellement les Ukrainiens. Voilà. Ça, voilà. Elie Tenbaum, juste un mot tout de même par rapport à ce qu'expliquait Fanny. Est-ce qu'aujourd'hui, pour reprendre un terme un peu grossier, mais Vladimir Poutine bête blessé, est-ce que ça le rend plus dangereux ? Ça le rend sans doute plus dangereux pour les Ukrainiens, parce que ce qui est sûr, c'est que la campagne de frappe dans la profondeur que les Ukrainiens mettent aujourd'hui contre les raffineries, mais aussi, on le voit, contre Saint-Pétersbourg, contre un certain nombre de sites symboliques, toute l'affaire autour du défilé et de la place rouge du 9 mai, etc. Aujourd'hui, la Russie a du mal à répondre et clairement, sur le plan militaire, sur le front, aujourd'hui, n'a pas les outils pour le faire, mais elle va essayer de le faire, malheureusement, en frappant ce qui est encore à sa portée, c'est-à-dire des cibles civiles, des cibles molles, dans le contexte de pénurie d'une défense antimissile ukrainienne. Donc ça, ils vont le faire. Est-ce que ça va produire des résultats stratégiques ? Est-ce que ça va faire plier l'Ukraine ? Évidemment pas. Ça va faire plus de souffrance pour les populations. En tout cas, ce qui est clair, c'est dans le message qu'on peut recevoir du Kremlin et de tous ceux qui s'en font l'écho, c'est qu'il n'y a pas de volonté de revoir à la baisse les ambitions initiales. Merci en tout cas à vous trois d'être passés ce soir par le plateau de 28 minutes.